Bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Dans le présent enregistrement, nous ferons un survol de ce que font la loi sur les banques et la loi sur les sociétés d'assurance. En faisant un tel survol, qui soulignera 5 grandes fonctions de ces lois, nous aborderons environ 90% du contenu de celles-ci. En mettant en évidence ces 5 grandes fonctions, avec les éléments qui les composent, nous allons dans un même temps exposer l'architecture des lois, ce qui est intégral à une lecture éclairée de celles-ci. Nous allons aussi exposer comment les lois sont intégrales à la réglementation prudentielle des institutions financières qu'elles régissent et à la réglementation de leur conduite sur le marché par l'ACFC. Allons-y en commençant par la première des 5 grandes fonctions, c'est-à-dire établir les éléments constitutifs des banques canadiennes et des assureurs canadiens. À cette fin, une banque canadienne ou un assureur canadien comprend une institution financière canadienne sous contrôle étranger, comme par exemple la banque HSBC Canada. Lorsqu'on parle d'éléments constitutifs des banques canadiennes et des assureurs canadiens, l'on parle, dans un premier temps, des éléments du cycle de vie d'une telle institution financière, depuis sa formation jusqu'à son retrait, le cas échéant. L'on parle aussi, dans un deuxième temps, des règles relatives aux affaires internes de ces institutions financières, c'est-à-dire la relation entre l'institution financière, ses administrateurs et ses propriétaires. Quels sont les éléments constitutifs clés des banques canadiennes et des assureurs canadiens? Bien, il y en a 8. Commençons par celui qui donne vie à ces institutions financières. Le premier des 8 éléments est la formation d'une banque ou d'un assureur canadien. Cet élément figure dans la partie 3 des lois, qui prévoit aussi que les demandes de former une institution financière sont soumises à l'agrément du ministre des Finances du Canada. Nous aborderons à fond ces règles de formation, ainsi que la raison d'être des agréments du ministre dans le prochain module. Il convient toutefois de noter que la formation d'une banque ou d'un assureur est un privilège assujetti à un processus et des attentes rigoureux, et non un droit. Le deuxième élément constitutif clé suit de près la formation d'une banque ou d'un assureur et prend forme des conditions au préalable de son fonctionnement, c'est-à-dire avant que l'institution financière ne puisse commencer à exercer ses activités commerciales. Cet élément figure dans la partie 4 des lois, qui prévoit comme l'une des conditions l'agrément du surintendant des institutions financières du Canada. Nous aborderons à fond ces conditions préalables au fonctionnement, ainsi que la raison d'être des agréments du surintendant dans le prochain module. Le troisième élément constitutif clé est la structure du capital, y compris le pouvoir d'émettre des actions et des parts sociales. Cet élément figure dans la partie 5 des lois. Dans le cas des banques et des assureurs à capital action, les lois exigent qu'une catégorie d'actions soit désignée comme actions ordinaires, qui sont des actions qui sont non remboursables, égales à tout égard et comprennent au moins les 3 droits suivants. Premièrement, le droit de voter aux assemblées des actionnaires. Deuxièmement, le droit de recevoir les dividendes déclarés. Et troisièmement, le droit de partager le reliquat des biens de l'institution financière lors de sa dissolution. Dans le cas d'une coopérative de crédit fédéral, elle ne peut avoir qu'une catégorie de parts sociales, dont les détenteurs ont des droits égaux en matière de dividendes et de reliquats. Quant au droit de vote associé aux parts sociales, contrairement aux actions, il découle de la qualité de membre et non de la détention du nombre de parts sociales. Le quatrième élément constitutif clé est la gouvernance d'entreprise, un sujet que nous avons également abordé dans le module 6. Le régime de gouvernance d'entreprise se retrouve dans la partie 6 des lois. Depuis 1980, dans le Code de la loi sur les banques, et depuis 1992 dans le Code de la loi sur les sociétés d'assurance, ce régime est calqué en grande partie sur celui de la loi canadienne sur les sociétés par actions, une loi qui régit des milliers et possiblement de millions de structures commerciales au Canada. Tout comme cette loi, le régime de gouvernance d'entreprise dans la loi sur les banques et la loi sur les sociétés d'assurance renferme, entre autres, des exigences relatives aux assemblées des actionnaires
et à l'élection des administrateurs. Il renferme aussi des exigences quant aux réunions du conseil d'administration ainsi qu'à la composition de celui-ci. Tel que nous l'avons étudié dans le module 6, le système canadien de la réglementation prudentielle est fondé sur une division tripartite des fonctions de contrôle et du bon fonctionnement des institutions financières, soit parmi le régulateur, le conseil d'administration et le vérificateur externe. C'est pourquoi le régime de gouvernance dans les lois comprend aussi des règles qui diffèrent de celles dans la loi canadienne sur les sociétés par actions. Par exemple, les lois exigent au moins 7 administrateurs et exigent qu'au moins un tiers des administrateurs soient indépendants. Les lois mandatent également l'autosurveillance par le biais de la constitution de 2 comités du conseil d'administration, soit le comité de vérification et le comité de révision. Le régime de gouvernance exige aussi que les actionnaires ou les autres propriétaires nomment, à leur première assemblée et à chaque assemblée annuelle subséquente, un cabinet de comptables à titre de vérificateur externe de l'institution financière. Le vérificateur externe est ensuite assujetti à des règles en lien avec la division tripartite des fonctions de contrôle. Par exemple, un vérificateur externe qui démissionne est tenu de soumettre au BSIF une déclaration écrite exposant ses motifs. Le 5e élément constitutif clé, qui figure lui aussi dans la partie 6 des lois, comprend les règles relatives aux modifications de structure. Des exemples de modifications de structure sont la fusion de 2 institutions financières en une et la démutualisation d'une société d'assurance. De nombreuses modifications de structure peuvent avoir des incidences non seulement sur la santé financière de l'institution financière en question, mais aussi sur le secteur financier canadien. C'est pourquoi de nombreuses modifications sont soumises à l'agrément du ministre des Finances. Le 6e élément constitutif clé s'appuie sur la structure du capital et énonce des règles concernant la propriété d'une banque et d'un assureur. Le régime de propriété, qui est énoncé dans la partie 7 des lois, a 2 grands axes. Premièrement, l'un qui catégorise les institutions financières selon leur taille, et deuxièmement, un axe qui impose un agrément du ministre quant aux changements importants au niveau des propriétaires. Nous examinerons à fond le régime de propriété, y compris ses éléments prudentiels, dans le prochain module. Le 7e élément constitutif clé s'appuie également sur la structure du capital. Il figure dans la partie 10 des lois et exige que les banques et les assureurs canadiens maintiennent un capital et des liquidités adéquats. Il requiert également que les banques et les assureurs canadiens confèrent au surintendant le pouvoir d'ordonner à une institution financière d'augmenter son capital ou de fournir des liquidités supplémentaires. Tel que nous l'avons abordé dans le module 6, un capital adéquat permet à une institution financière d'absorber des pertes et de continuer à offrir des services à ses clients en cas de revers financier important mais plausible. Dans le même module, nous avons aussi abordé le fait qu'une institution financière est suffisamment liquide lorsqu'elle a assez d'argent et d'actifs pouvant facilement être convertis en argent pour honorer ses engagements, même en situation de crise. Le Bureau du surintendant des institutions financières publie des lignes directrices extrêmement détaillées quant à ce que le surintendant considère comme étant un capital et des liquidités adéquats. À titre d'exemple, la ligne directrice quant au maintien d'un capital adéquat pour une banque s'étend sur presque 550 pages. Ces lignes directrices et le pouvoir d'ordonner à une institution financière d'augmenter son capital ou de fournir des liquidités supplémentaires sont, sans aucun doute, parmi les pierres angulaires de la réglementation prudentielle. Le 8e et dernier élément constitutif clé est un retour au cycle de vie d'une institution financière. Celui-ci se retrouve dans les parties 3 et 6 des lois et impose des règles quant au retrait volontaire des institutions financières. Lorsqu'une institution décide de se retirer, elle peut le faire de 2 façons. Premièrement, elle peut être dissoute, ce qui met fin à son existence. Deuxièmement,
elle peut se retirer en se prorogeant sous une loi fédérale autre que les lois régissant les institutions financières, comme, par exemple, la loi canadienne sur les sociétés par actions. Le processus de retrait a des incidences non seulement sur les intérêts des déposants, des assurés et des autres créanciers de l'institution financière, mais aussi sur le secteur financier canadien. C'est pourquoi un retrait est soumis à l'agrément du ministre. Passons maintenant à la deuxième des 5 grandes fonctions des lois. La deuxième grande fonction des lois est de conférer aux banques et aux assureurs canadiens leur pouvoir et de mettre en place les paramètres quant à l'exercice de ces pouvoirs. En d'autres termes, cette deuxième fonction est d'établir ce que les institutions financières peuvent et ne peuvent pas faire et ce qu'elles doivent faire lorsqu'elles exercent leurs activités commerciales. L'article 15 des lois confère aux banques et aux assureurs la capacité d'une personne physique. En anglais, The Rights, Powers and Privileges of a Natural Person. Avant 1980 dans le cas des banques et avant 1992 dans le cas des assureurs fédéraux, ces institutions financières ne pouvaient exercer une activité que si l'activité était précisée dans la loi qui les régissait. Depuis ces dates, c'est le contraire. Les banques et les assureurs ont le pouvoir de pratiquement tout faire, sauf lorsque la loi sur les banques ou la loi sur les sociétés d'assurance le prévoit autrement. Exposons maintenant les 4 paramètres clés entourant cette capacité d'une personne physique, en commençant par ceux qui sont les plus visibles aux consommateurs financiers. Les articles 409 de la loi sur les banques et 440 de la loi sur les sociétés d'assurance, qui figurent dans la partie 8 des lois, renferment le premier paramètre clé, celui que l'activité de l'institution financière doit se rattacher à la prestation de services financiers, à l'exception des services financiers qui sont interdits par cette partie. En fait, nous avons abordé à fond ce paramètre relativement uniforme parmi les institutions financières canadiennes dans le cadre du module 5, le module qui portait sur l'effondrement presque complet des séparations entre les 4 piliers du secteur financier. Dans le module 5, j'ai exposé ce paramètre comme étant un pouvoir, et ce, en guise de le présenter de façon plus accessible et d'éviter une surcharge en référant à l'article 15 des lois. Vous vous souviendrez qu'une banque peut exercer une activité qui se rattache à la prestation de services financiers, mais la loi sur les banques l'interdit ensuite d'assurer des risques et d'agir au Canada comme fiduciaire. Un assureur peut également exercer une activité qui se rattache à la prestation de services financiers, mais la loi sur les sociétés d'assurance l'interdit ensuite d'agir au Canada comme fiduciaire. Elle interdit aussi d'accepter des dépôts, bien que les sociétés d'assurance-vie peuvent conclure des contrats de rente qui ressemblent à des dépôts à terme. Les articles 411 de la loi sur les banques et 442 de la loi sur les sociétés d'assurance, qui figurent eux aussi dans la partie 8 des lois, renferment le deuxième paramètre clé, mettre en réseau, c'est-à-dire le pouvoir de vendre et de promouvoir des produits et services d'autres institutions financières. Dans le module 5, j'ai aussi exposé ce paramètre comme étant un pouvoir. Sur le plan technique, on pourrait le qualifier comme étant une précision à la restriction que toute activité d'une banque ou d'un assureur doit se rattacher à la prestation de services financiers. Vous vous souviendrez également de notre discussion dans le module 5 que la loi sur les banques interdit ensuite aux banques de promouvoir l'assurance vie générale, automobile, habitation et plusieurs autres formes d'assurance dans leurs succursales canadiennes. Le troisième paramètre clé entoure les placements. Bien que les banques et les assureurs commencent par la capacité d'une personne physique, la partie 9 des lois vient encadrer cette capacité quant au placement. Par exemple, la partie 9 renferme l'exigence que les placements soient conformes à la norme de la personne prudente. La partie 9 interdit aussi tout placement important dans une entité, à moins que la partie renferme une exception. Certaines de ces exceptions sont soumises à un agrément du surintendant ou du ministre des Finances. Par exemple, un assureur canadien ne peut acquérir un assureur étranger de taille importante relative à l'assureur canadien sans l'agrément du ministre. Le quatrième paramètre clé entoure les opérations avec apparentés.
Encore une fois, bien que les banques et les assureurs commencent par la capacité d'une personne physique, les lois viennent encadrer cette capacité quant aux opérations avec apparentés. Nous aborderons à fond le régime des opérations avec apparentés, qui se retrouve dans la partie 11 des lois, dans le prochain module. Bon, passons maintenant à la troisième des 5 grandes fonctions des lois. La troisième grande fonction des lois est de mettre en place les paramètres quant à l'exercice au Canada des pouvoirs commerciaux des banques et des assureurs étrangers. En d'autres termes, cette troisième fonction est d'établir ce que les institutions financières étrangères peuvent et ne peuvent pas faire au Canada et ce qu'elles doivent faire lorsqu'elles exercent leurs activités commerciales au Canada. Comme la réglementation des activités commerciales au Canada des institutions financières étrangères est hors de la portée de ce cours, nous n'irons pas plus loin. Passons maintenant à la quatrième des 5 grandes fonctions. La quatrième grande fonction des lois est de conférer au Bureau du surintendant des institutions financières ses pouvoirs de surveillance et d'intervention liés au mandat de réglementation prudentielle que lui confère la loi sur le BSIF. Ces pouvoirs se retrouvent dans la partie 13 de la loi sur les banques et la partie 15 de la loi sur les sociétés d'assurance. Nous avons déjà abordé à fond ces pouvoirs dans le cadre du module 8. Passons maintenant à la cinquième et dernière grande fonction des lois, soit celle de conférer à l'ACFC ses pouvoirs de surveillance et d'intervention liés à son mandat de réglementation de conduite sur le marché des institutions financières que lui confère la loi sur l'ACFC. Ces pouvoirs se retrouvent dans la partie 14 de la loi sur les banques et la partie 16 de la loi sur les sociétés d'assurance. Nous avons également abordé ces pouvoirs dans le cadre du module 8. Alors, pour résumer, les lois renferment les 5 grandes fonctions suivantes. Premièrement, établir les éléments constitutifs des banques canadiennes et des assureurs canadiens. Deuxièmement, conférer aux banques et aux assureurs canadiens leurs pouvoirs et établir des paramètres quant à l'exercice de ces pouvoirs. Troisièmement, établir les paramètres quant à l'exercice au Canada des activités commerciales des banques et des assureurs étrangers. Quatrièmement, conférer au BSIF les pouvoirs de surveillance et d'intervention. Et cinquièmement, conférer à l'ACFC ses pouvoirs de surveillance et d'intervention. Voilà qui met fin à l'étude des lois et de leur rôle quant à la réglementation des institutions financières qui les régissent. À bientôt.